Donc, bonjour à tous, bienvenue sur un second tutoriel au sujet des graphiques dans Excel. Bien sûr, ce tutoriel s'adresse aux utilisateurs des versions 2007 et 2010 du logiciel. Donc, on y verra dans le fond là, les fonctionnalités avancées au niveau de l'édition des graphiques et comment personnaliser à sa guise là, le graphique et bien sûr le faire là, pour qu'il respecte dans le fond toutes les normes de présentation requises. Je vais fermer le titre pour voir où on en était rendu la dernière fois. Donc, bien sûr, là, je reprends exactement où on avait laissé lorsqu'on avait regardé là, au niveau juste de la création. Donc, on en était rendu là. Donc, on a fait le graphique, on avait ajouté les titres, on avait mis le quadrillage. Mais encore là, bien que le graphique est pas mal, il reste quand même beaucoup de choses à ajuster. Et d'ailleurs, là, ce que je vous suggère fortement, c'est de consulter toujours votre document guide de préparation des laboratoires à la page 10. La plupart là, de toutes les exigences en termes de graphique y sont. Donc, vous pourrez là, référer à ça là, pour comparer un peu. Première des choses que je veux faire avec vous, là, dans le fond, pour modifier le graphique à notre guise, on peut vraiment utiliser un principe que j'ai élaboré lors du... pas que j'ai élaboré, là, mais que j'ai souligné lors du tout premier tutoriel là, sur Excel. Il s'agit dans le fond là, du principe du clic droit. Donc, par exemple, là, si je veux modifier un élément quelconque de mon graphique, ben, je peux faire le clic droit dessus et généralement, là, ça va modifier cet élément-là. Donc, imaginons par exemple que le fond de mon graphique, ce qu'on appelle la zone de traçage. Donc, vous voyez ici, là, ça apparaît. Imaginons là, que j'aime pas ça blanc, ben, je veux un motif ou quelque chose, ben, je peux aller faire un clic droit dans la zone de traçage, aller choisir la mise en forme de la zone de traçage. Et on peut voir là, ici là, que si je pourrais choisir par exemple avec une image ou une texture, donc vous voyez, j'ai des poissons en ce moment là. Mais bon, disons que j'aime pas les poissons, je vais remettre automatique là. Mais je pourrais mettre par exemple des poissons, je pourrais mettre, je sais pas moi, là, une espèce de bleu bizarre là, ou encore du papier froissé. Mais bon, on va quand même se garder une petite gêne et on va simplement mettre du blanc. Mais je peux aller modifier ces choses-là à ma guise si ça me tente. Donc, je vous invite à le faire là, si vous trouvez ça un peu plate, juste du blanc dans le fond, mais amusez-vous. Explorez le logiciel et c'est avec le clic droit généralement qu'on peut facilement modifier certaines choses. D'ailleurs, une des premières choses qu'on va modifier, laissez-moi faire un petit zoom là, pour qu'on puisse mieux voir, c'est les graduations des axes. En ce moment, les graduations des axes ne sont pas réglementaires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'espace entre, par exemple, le 0 et le 5 ou le 0 et le 50. Si par exemple, moi je voulais lire la valeur du point ici, bon, c'est sûr que si j'utilise Excel, je vois clairement que c'est le point 1228. Mais les utilisateurs, eux, les lecteurs de votre rapport, vous aurez fait imprimer cette chose-là, n'auront pas Excel. Donc ça va être difficile de bien situer le point, là, comment est-ce que je peux voir que c'est vraiment 1228. Donc une façon de faciliter la lecture du graphique, c'est d'ajouter des sous-graduations. Encore une fois, toujours le même principe. Je vais sélectionner mon axe ici et je vais faire un clic droit. Je vais aller dans la mise en forme de l'axe. Et dans cette fenêtre-là, j'ai un paquet là, vraiment là, d'options possibles au niveau de la mise en forme de mon axe. La première chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est l'espace qui est ici au niveau des types de graduation. Donc, vous voyez que type de graduation principale, c'est indiqué à l'extérieur. Pourquoi? C'est simplement pour mentionner le fait que le petit collant, là, on le voit ici, pas le petit collant, mais plutôt le petit trait qui indique la graduation, là je l'ai trop encerclé, là, on le voit ici, est à l'extérieur de la ligne. Donc, en ce moment, j'ai une graduation principale, je n'ai pas de graduation mineure ou secondaire. Donc, ce que je vais faire, je vais l'ajouter tout de suite à l'extérieur. Vous voyez, toutes mes petites graduations sont apparues. Donc, je les vois là clairement. J'ai des sous-graduations, ce qui va m'aider à grandement lire mon graphique. L'autre chose que je dois valider avant de compléter là, ma correction de mes axes, si on veut, donc je dois m'assurer que ma plus petite unité, c'est-à-dire l'unité secondaire de mon graphique, donc ce qui est ici, l'unité secondaire, donc soit vraiment un multiple décimal de 1, 2 ou 5. Donc ce que je retrouve dans la case ici, ça doit être un multiple décimal de 1, 2 ou 5. Qu'est-ce que ça veut dire un multiple décimal? Ça veut dire, par exemple, dans le cas de 1, c'est 1, 10, 100, ou encore 0,1, 0,01, etc. 2,
20, 200, 0,2, 0,02, 5, 50, 500, 0,5, 0,05, etc. Donc, nécessairement, je dois obtenir un nombre 1, 2 ou 5 dans la case unité secondaire. Excel ne le fera pas automatiquement. Il va peut-être mettre une autre valeur, 4, il va peut-être mettre 3, 7, peu importe. Donc, il va déterminer automatiquement une valeur, mais ce ne sera peut-être pas un multiple décimal de 1, 2 ou 5. Donc, il faut valider cette chose-là. Donc, toujours s'assurer que l'unité secondaire, multiple décimal de 1, 2 ou 5. Je vais fermer ici. Je vais répéter le même processus pour mon axe des Y. Donc, mise en forme de l'axe. Donc, et voici, je vais ajouter ma graduation mineure à l'extérieur. Et vous voyez ici, unité secondaire, 10. Ça marche, donc c'est valide. C'est un multiple décimal de 1, donc ça fonctionne. Donc, je vais fermer ici. Donc, si je récapitule, donc mon graphique est correct et légal au niveau des graduations et légal au niveau des titres. Donc, il y a vraiment peu de choses qui manquent ici. Une des deux dernières choses qui manquent, c'est ce qu'on appelle la courbe de tendance. Donc, cette courbe-là, ce n'est pas une courbe qui relie des points. C'est vraiment une courbe qui donne une impression, qui va donner une validation là, sur la forme, justement, la tendance que prennent les points dans le graphique. Donc, on voit ici là, que les points suivent à peu près une parabole. Bien, je vais illustrer une courbe je vais faire apparaître une courbe là, qui va donner cette impression-là. Je vais retourner dans l'onglet Disposition et dans Analyse, j'ai l'option Courbe de tendance. Donc, je peux cliquer ici. Et là, au lieu de choisir une des courbes ici, bon, c'est sûr que je pourrais le faire rapidement. Je vais tout de suite aller dans la dernière option, autre option de la courbe de tendance, qui me donne un menu plus complet, avec lequel ce sera plus facile de travailler. Vous voyez ici, j'ai tous les types possibles. Par défaut, il va mettre une courbe linéaire. C'est clairement pas ce qu'on a ici. Donc, on va s'assurer de choisir la bonne courbe. Dans le cas d'une parabole, il s'agit d'une courbe, on dit une fonction polynomiale de degré 2. Donc, je vais cliquer ici. Et avant de valider, une autre chose qui est excessivement importante lorsqu'on travaille avec les courbes de tendance, c'est d'afficher l'équation sur le graphique. Pourquoi? Parce que dans certains laboratoires qu'on aura à faire, la courbe ou la pente de la courbe va nous donner des informations excessivement importantes au niveau du graphique. Donc, c'est toujours important de la faire afficher. Donc, je vais fermer ici. Et là, on voit l'équation ici qui apparaît. Je peux déplacer cette équation-là. Je vais faire un zoom. Donc, vous voyez l'équation ici, on voit la courbe. La courbe, là, ici, c'est une parabole parfaite. Elle touche à tous les points. C'est un hasard. J'ai choisi des points qui fonctionnaient parfaitement. Ça aurait pu pas être le cas. Et généralement, ce ne sera pas le cas. Donc, rappelez-vous que les points ne touchent pas nécessairement à la courbe. C'est une courbe de tendance. Donc, on a fait les axes, on a fait la courbe de tendance. Il nous reste une dernière chose à faire, et c'est d'ajouter ce qu'on appelle les barres d'erreur. Qu'est-ce que les barres d'erreur? Mais c'est une représentation visuelle des incertitudes reliées à chacun des points dans le graphique. Rappelez-vous, si je retourne dans la feuille 1, rappelez-vous, je vous avais fait entrer les incertitudes dans Excel des différentes valeurs de vos données. Donc, on va les utiliser à l'instant. Pour démontrer les incertitudes, comme j'ai mentionné, je vais ajouter des barres d'erreur. Je vais refaire exactement les mêmes étapes que pour la courbe de tendance. Donc, je vais aller dans Disposition et je vais aller dans Analyse. Et vous voyez ici, barre d'erreur. Une fois de plus, pour m'éviter des erreurs au niveau du choix là, et des options possibles, je vais aller tout de suite dans Autre option, qui va me donner le menu complet. Et là, donc là, ça va être excessivement important de bien suivre la procédure parce que c'est un petit peu plus compliqué. Première des choses, pour une raison que j'ignore, Excel commence toujours, dans la version 2007 et 2010, par faire les barres d'erreur verticales. Verticales voulant dire les données qui sont en Y. Donc, je dois m'assurer, là, en ce moment, je travaille sur les données en Y, donc l'incertitude des données en Y. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que j'ai bel et bien l'option les deux barres d'erreur, donc positive et négative. Pourquoi? Parce que lorsque je donne une donnée avec son incertitude, je vais dire, par exemple, 3 plus ou moins 1. Donc, ça veut dire que mon nombre se situe entre 2 et 4. Donc, c'est ça, cette représentation-là des barres d'erreur qui vont vraiment me donner un aperçu exact de l'incertitude. Une fois que j'ai sélectionné, ou généralement c'est déjà fait, l'option les deux, je vais aller ensuite dans Personnaliser. Et là, vous voyez, apparaît le bouton Spécifier une valeur. Je vais cliquer là-dessus.
avant de faire ça, je vais juste vous démontrer si je clique immédiatement. Vous voyez, j'ai une autre fenêtre qui apparaît ici. C'est ce qui va me permettre de définir les différentes barres d'erreur. Si je clique par exemple sur le petit carré rouge ici, donc là, je vais définir ma barre d'erreur ici. Donc la barre d'erreur, c'est quoi? C'est la valeur de l'incertitude en Y. Donc, je vais aller dans feuille 1. Et là, je vais essayer d'aller chercher mon incertitude en Y. Mais vous voyez là que ma fenêtre bloque. Et là, même si j'essaie de la déplacer, ça ne marche pas. Donc, je vais refaire le processus. Je vais fermer ça. Je vais faire annuler. Je vais juste m'assurer que ma fenêtre ici ne cachera pas mes incertitudes. Donc, je vais la déplacer un petit peu plus à gauche ou à droite. Ou dans mon cas, c'est plutôt à droite, là. Pardonnez-moi. Donc, à droite, je vais réappuyer sur spécifier une valeur. Je vais cliquer sur la petite flèche rouge. Je vais déplacer ma fenêtre. Petite flèche rouge. Je vais retourner dans feuille 1. Et je vous rappelle qu'on travaille avec les barres d'erreur verticales. Donc, l'incertitude sur la donnée en Y. La donnée en Y, c'est l'air. Donc, je vais sélectionner toutes mes incertitudes en Y. Je réappuie sur la flèche rouge. Donc, valeur d'erreur positive et la valeur d'erreur négative sont les mêmes. Donc, je vais reprendre le processus. Recliquer ici. Retourner dans ma feuille 1. Et, encore une fois, sélectionner les barres d'erreur verticales. Une fois que ça c'est fait, je clique sur OK. Et je peux fermer aussi cette chose-là. Donc, on voit les barres d'erreur qui sont apparues et dont la grandeur est variable. Au départ, là, les barres d'erreur sont très petites, sont même collées sur chacun des points. Et plus que ça augmente, ben, les barres d'erreur en Y augmentent également. Et là, il y en a qui vont constater, oh, il y a des barres d'erreur en X aussi. Donc, quand j'ai ajouté les barres d'erreur, automatiquement, Excel a défini la valeur des barres d'erreur en X. Et ça, je veux arranger ça. Moi, je veux m'assurer d'avoir mes barres d'erreur qui sont conformes à ce que je choisis comme étant l'incertitude, ce que j'ai défini comme étant l'incertitude. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la barre d'erreur ici. Je vais faire un clic droit. Et là, le format des barres d'erreur. Et je reviens exactement avec la même fenêtre que tantôt, mais cette fois-ci pour les barres d'erreur horizontales. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter le processus, mais cette fois-ci avec les valeurs pour les incertitudes en X. Donc, dans Personnaliser, ça va nous permettre de nous pratiquer un peu, spécifier une valeur. On va cliquer sur la flèche rouge. On s'en va dans la feuille 1. On choisit toutes les incertitudes. On revient. Même chose pour négatif. On revient dans la feuille 1. Choisit les incertitudes. On clique sur la flèche rouge. OK. Et on ferme ça. Et voilà, c'est réglé. Nos barres d'erreur sont toutes présentes. Ça vous donne donc un aperçu général. Et ce que vous voyez en ce moment, là, ce que je fais apparaître en faisant un zoom extérieur, c'est un graphique qui est en tout point conforme et complet. Donc, il va respecter toutes les normes de présentation et qui contient tous les éléments importants. Donc, ce n'est pas un graphique qui est personnalisé, mais vous pouvez le faire. Des choses qu'on n'a pas faites, par exemple, ici, c'est de changer, par exemple, la forme des points. Donc, je vous invite à le découvrir. Comment? Ça serait très simple, là, en cliquant sur les points, faisant un clic droit et aller modifier la forme. Donc, encore là, beaucoup de personnalisation possible, mais ce que vous avez devant vous, c'est la procédure pour vraiment avoir un graphique qui est parfaitement conforme, parfaitement ajusté aux normes de présentation. Et ça vous permettra d'avancer et vraiment de compléter vos laboratoires correctement.